Notre invité, nous recevons ce soir Emmanuel Blanchard. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques et docteur en histoire. Et vous êtes l'auteur du livre intitulé « Histoire de l'immigration algérienne en France ». C'est aux éditions La Découverte. Alors pour le commun des mortels, qui dit immigration algérienne dit guerre d'Algérie. Et pourtant, la présence algérienne en France, elle ne date pas de l'après-guerre, de l'indépendance de 1962. À quand remonte-t-elle au juste ? C'est une présence séculaire, puisqu'il y a bien sûr des Algériens qui sont venus en France même avant la période coloniale, mais là on a affaire à des élites, des exceptions, et l'immigration de masse ouvrière a commencé avec la Première Guerre mondiale, où dès l'entre-deux-guerres, suite au recrutement effectué pendant la Première Guerre mondiale, on a en France plusieurs dizaines de milliers, puis plusieurs centaines de milliers d'Algériens. Qui se sont installés. Alors, l'installation est parfois provisoire, puisqu'on assiste à ce qui est souvent appelé un phénomène de Noria, des gens qui traversent pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui repartent, sont remplacés, reviennent. Mais dès cette époque, il y a des personnes qui sont installées. Dès cette époque, il y a quelques familles, de très rares familles algériennes, mais de très nombreuses familles avec un couple d'un Algérien avec une Française ou une Italienne, voire une Polonaise. Alors là, on est avant la guerre d'Algérie. Comment vivaient ces Algériennes et ces Algériens sur le sol français? Plutôt des ouvriers, donc quelles étaient leurs conditions de vie? Alors, la grande caractéristique de l'immigration algérienne, c'est son caractère prolétarien, voire sous-prolétarien, pour reprendre un terme de Marx notamment, puisque ces Algériens étaient des ouvriers, mais des ouvriers précaires, qui très souvent cherchaient de l'emploi de ville en ville pour aller chercher les salaires les meilleurs, puisqu'ils cherchaient à envoyer le maximum de revenus en Algérie. Et donc, ce qui les caractérise, comme beaucoup d'émigrés, mais sans doute avec une intensité plus forte encore, c'est la précarité de l'emploi et la précarité du logement, avec dès l'entre-deux-guerres, un accent mis sur de véritables taudis, même si effectivement le regard médiatique s'est toujours porté avant tout sur cette grande pauvreté qui était réelle, en oubliant d'autres figures de l'immigration algérienne. Alors c'est très sensible en France, on n'a pas de statistiques entre guillemets ethniques si l'on peut dire, mais les Algériens formeraient le principal groupe étranger en France, avec peut-être sans doute aussi la communauté portugaise. Quel est le poids de la guerre d'Algérie dans ce qui va se passer par la suite, en fait, pour celles et ceux qui ont décidé de s'installer en France? Alors en France, effectivement, il n'y a pas de statistiques ethniques, mais il y a des statistiques par nationalité. Mais la grande spécificité de l'immigration algérienne, c'est que jusqu'à l'indépendance, les Algériens sont français. Donc ils sont invisibles du point de vue statistique, au contraire des autres étrangers. Mais il y a un certain nombre de recensements, des recensements avant tout policiers, administratifs, qui nous permettent d'avoir une idée du poids de cette immigration algérienne, qui d'ailleurs va augmenter avec la guerre d'indépendance. Mais en 1962, à l'indépendance, que se passe-t-il? Est-ce que les Algériens installés en France ont le choix entre la nationalité française ou la nationalité algérienne? Oui, ça leur est proposé? Oui, ils ont une possibilité d'opter pour la nationalité française. Ils ont 3 ans pour le faire. Ça sera même prolongé jusqu'en 1967. La plupart ne le font pas. Très peu le font, puisqu'on est dans une époque où le nationalisme, la fierté, avoir gagné la guerre d'Algérie, fait que l'immense majorité des immigrés algériens présents sur le territoire français ne choisissent pas d'opter pour la nationalité française et deviennent algériens, puisque beaucoup d'entre eux ont combattu pour pouvoir obtenir cette nationalité. Alors la situation coloniale et la période post-coloniale, c'est ce que vous dites dans votre livre, elle explique les discriminations structurelles sur ces populations, mais aussi sur les luttes. Quelles ont été ces luttes ? Alors l'immigration algérienne s'est caractérisée par un fort engagement politique, comme de très nombreux immigrés, on les a retrouvés dans les luttes sociales, dans les usines, mais la grande différence par rapport à d'autres immigrations, c'est que cette immigration, politiquement, s'est organisée pour une partie en Algérie. Tout le monde connaît la fondation de l'Étoile, en France, excusez-moi, tout le monde connaît la fondation de l'Étoile nord-africaine à Paris au milieu des années 20, et des années 20 aux années 50, les Algériens sont des dizaines de milliers à lutter pour l'indépendance nationale, mais sur le sol français. Et donc ça, c'est une spécificité importante qui donne lieu à une visibilité, notamment dans les manifestations, mais aussi dans de grands rassemblements, de grands meetings autour du Messali Hadj, par exemple, au début des années 50. Et vous vous intéressez à la visibilité des Algériens et de leurs descendants aussi dans le monde sportif. Prenons le football, puisque l'équipe de France est en train de jouer en ce moment un match amical contre la Russie. Vous citez l'exemple de 1982, Coupe du Monde en Espagne. Pour la première fois, l'Algérie et la France se retrouvent dans une phase finale de Coupe du Monde. Pourquoi vous vous arrêtez sur cet exemple de 1982 ?
1982? Cet exemple est intéressant puisqu'on a coutume de dire que l'équipe de France de football reflète les différentes vagues d'immigration. Or, en 1982, on aurait dû avoir une présence algérienne dans cette équipe de France de football si ça avait suivi le modèle de la présence polonaise, italienne, par exemple. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les personnes qui sont originaires d'Afrique du Nord dans l'équipe de France de football sont issues de ceux qu'on a appelés les rapatriés d'Afrique du Nord. Notamment, il me semble, Jean-François Larios, pas forcément d'Algérie, mais aussi du Maroc. Et les Algériens vivant en France, on peut penser à Moustapha Daleb, qui a passé son enfance en France, qui exerce son métier de footballeur en France, joue dans l'équipe d'Algérie. Et donc là, c'est un exemple intéressant parce que ça nous montre qu'on n'a pas affaire à deux nations séparées. La trajectoire historique fait que, d'une certaine façon, on a des allers-retours entre les deux pays qui font qu'aujourd'hui encore, l'équipe nationale d'Algérie n'est pas qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, mais elle a joué les deux précédentes, et plus des 2/3 des joueurs de l'équipe nationale d'Algérie vivaient en France ou avaient la nationalité française. Ce qui était d'ailleurs très souligné de l'autre côté de la Méditerranée. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce livre pour terminer, restituer peut-être une diversité alors qu'il y a beaucoup de clichés autour de cette immigration? Exactement, restituer une longue durée historique, restituer une présence qui ne se réduit pas à des conflits mémoriels qui sont très souvent rappelés, et restituer aussi la place de toutes celles et de ceux dont on ne parle jamais, ces journalistes, ces écrivains, ces médecins, ces employés, ces habitants de la ruralité aujourd'hui ou des centres-villes, des petites classes moyennes, qui représentent aujourd'hui une grande partie de la présence algérienne, que cette présence soit incarnée dans la nationalité ou simplement dans une histoire. Emmanuel Macron a notamment rappelé récemment Assia Djebar à l'Académie française lors de la semaine de la francophonie. Merci à vous, Emmanuel Blanchard, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.